Bonjour. Donc, on va vous parler de l'expérience garchoise, en fait, de l'injection intratécale de nusinersen chez d'abord. Enfin, la transition enfant-adulte s'est faite naturellement. On a commencé par les indications chez les enfants, puis après on a enchaîné sur les adultes avec donc deux équipes différentes, mais en imagerie, en fait, on fait de l'enfant et de l'adulte, donc la transition est naturelle chez nous. Ce qui est important pour ces injections intratécales qui sont nécessitées par soit des déformations très importantes, soit par du matériel d'arthrodèse, qui est le plus fréquent, c'est d'avoir une coopération pluridisciplinaire. L'établissement de Raymond Poincaré est un établissement qui est de taille modeste, qui permet à toutes les équipes de se connaître et donc d'avoir une coopération excellente. Ce qui est très important dans ce cadre, c'est d'avoir une expertise du radiologue en pathologie rachidienne. On a la chance de traiter énormément de scoliose à Raymond Poincaré, enfants et adultes, de faire des tas de gestes de radiologie interventionnelle, ce qui nous permet d'être assez à l'aise dans ce genre de prise en charge. Et comme dans tout geste de radiologie interventionnelle, si on pose un patient sur une table sans avoir aucune connaissance de son dossier médical et qu'on n'a pas analysé l'imagerie en amont pour savoir ce qu'on allait faire, on va droit à la catastrophe. Il y a des patients qui m'ont raconté qu'ils étaient dans un centre, pourtant universitaire. Ils avaient été posés sur une table. Premier interne commençait à essayer de les traiter. Deuxième interne après le premier chef de clinique, deuxième chef de clinique, PH. Et au bout de 3 heures, c'était toujours un échec. Donc ce temps d'analyse préalable est très important. Donc pour éviter l'improvisation et des expériences extrêmement malheureuses pour ces patients. Bien entendu, qui dit du geste de radiologie interventionnelle dit connaître le matériel et les recommandations, non seulement pour le radiologue, mais aussi pour les techniciens. Et donc avoir une équipe de techniciens en radio-interventionnelle très aguerris. On avait la chance avec la pédiatrie d'avoir aussi une infirmière dédiée qui rendait tout très facile. Il faut savoir prendre en compte l'appréhension et les douleurs éventuelles. Alors, le bilan d'imagerie avant les injections intratécales, il est très important pour éviter les essais de ponction hasardeux à l'aveugle, pour déterminer quelle va être la technique de guidage optimale. Si c'est plutôt la scopie télévisée, le scanner, l'échographie, on verra que chez les patients porteurs d'arthrodèse, c'est compliqué. Et ça permet de ne pas passer un patient d'une salle à l'autre, d'une salle de radio interventionnelle vasculaire à la salle du scanner, avec le stress que ça engendre. Et dès que le patient sent que ça commence à cafouiller, son stress va être beaucoup plus important. Donc, ce bilan, il sera important dans les scolioses sévères, dans les antécédents d'arthrodèse ou d'instrumentation vertébrale, et enfin, lorsqu'on a des antécédents d'échec de ponction. C'est très facile de comprendre la complexité de ces gestes sur ces rachis avec des déviations pelvis et rachis qui se font dans les 3 plans de l'espace. Trouver un plan idéal simplement de façon manuelle est très compliqué, mais même en imagerie, lorsqu'on ne rétablit pas une anatomie qui est compréhensible ou lorsqu'on n'utilise pas des outils de guidage 3D, on peut être en difficulté. Donc cela, c'est tout le rôle du radiologue de savoir utiliser ces outils, mais en ayant prévu à l'avance de ce qu'il fallait faire. Alors, le scanner, c'est très facile. L'échographie, c'est plus compliqué. Et chez ces enfants qui ont peu de muscles postérieurs, mais plus du gras, qui ont des remaniements importants liés à l'arthrodèse,
l'échographie est une technique qui est peut-être un peu ambitieuse, alors que chez les tout petits, c'est très facile. La radio standard, elle peut être très utile, et c'est un guidage rapide, mais il faut avoir une anatomie qui est compréhensible pour tout le monde. Ce qui nous importe, c'est de bien repérer les espaces interapophysolamaires. Alors ça, c'est un rachis comme le vôtre ou comme le mien. Ça, c'est des rachis plus complexes avec des arthrodèses, des tiges d'expansion. Et le radiologue doit faire la radio qui lui permet de repérer ces espaces interapophysolamaires et de pouvoir travailler correctement. Donc l'avantage de la scopie, c'est que c'est peu irradiant, que le temps d'examen est court et qu'on peut utiliser le système d'arceau qui va tourner autour du patient. Et enfin, on peut avoir des trajets ascendants ou descendants. Au scanner, vous avez un plan de coupe. Avec la scopie télévisée, vous travaillez dans les 3 plans de l'espace directement. Les points négatifs, c'est lorsque vous avez un rachis très déminéralisé, du matériel très artefactant, ça peut être compliqué. De temps en temps, les gens ont des troubles digestifs associés avec beaucoup de gaz et ça peut être beaucoup plus compliqué. Et enfin, dans les ankyloses vertébrales étendues, eh bien, il peut être absolument impossible de déterminer un point de passage, ce qui va être limité, ce qui va être beaucoup plus facile au scanner. Donc l'importance du positionnement est essentielle, mais ça on a l'habitude lorsqu'on traite des scolioses. Voilà, et on doit obtenir l'image de l'espace interapophysolamaire où on va piquer en toute sécurité le patient. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler dans les 3 plans de l'espace et d'orienter son rayon en crânio-caudal, ce qui est plus facile qu'au scanner. Voilà, donc le geste comporte en fait un premier temps où on se repère de face et on contrôle le profil grâce à l'arceau, le bon positionnement de l'aiguille. Et donc on fait après le recueil de liquide céphalorachidien et l'injection. Vous voyez le docteur Martha Gomez qui suit toujours cette procédure de très près avec l'infirmière dédiée à ces injections. Le bilan d'imagerie en tomodensitométrie, bien entendu, on va adapter des paramètres pour réduire au maximum l'irradiation. Les points positifs, ce sont la reproductibilité, l'excellente analyse anatomique, un abord interlamaire aisé. Lorsqu'on a des voies de passage très très limitées, vraiment de quelques millimètres, eh bien, c'est possible en scanner, même sur des grandes ankyloses rachidiennes. Encore faut-il savoir analyser. Et puis, ça permet aussi l'analyse de la redistribution des structures périrachidiennes dans les grandes scolioses, pour ne pas avoir de trajet vulnérant pour des structures périrachidiennes. Les points négatifs, c'est que c'est potentiellement un peu plus irradiant que la scopie télévisée et que le temps d'examen et d'immobilisation du scanner sont un peu plus importants que pour la scopie télévisée. Donc le scanner permet toutes les reconstitutions possibles et inimaginables et ça permet aussi très très bien de déterminer ces espaces interapophysolamaires et de déterminer quel va être l'étage le plus utile pour travailler. Ce dont on dispose aussi sur les scanners actuels, c'est de lasers qui permettent de repérer parfaitement à la peau un axe de guidage et on peut prédéterminer l'orientation par rapport à l'angulation par rapport au laser pour arriver directement en profitant de cette zone interapophysolamaire libre pour arriver directement dans le sac dural. Alors, on n'a pas besoin de faire forcément un contrôle de l'aiguille en place quand on est au scanner. On a déterminé son trajet, on pique, on recueille du liquide céphalorachidien, ça se fait en une fois et la dose d'irradiation est très faible.
Alors, quand on a une déformation qui n'est pas trop importante dans les 3 plans de l'espace, eh bien, on peut travailler sur 3 coupes et arriver directement dans la zone que l'on veut aborder. Lorsque la déformation est majeure, eh bien, c'est très difficile d'avoir un trajet sur 3 coupes. Et donc là, on va être obligé de travailler plutôt avec une petite hélice et d'utiliser les outils de guidage tridimensionnel du scanner pour arriver directement dans le sac dural. Alors, ce qui est important, c'est que on n'a pas eu d'échec dans la série pédiatrique et adulte grâce à ce mode de fonctionnement en prévoyant le geste. Il y a une petite chose qu'on n'a pas pu faire, c'est utiliser les aiguilles atraumatiques à bout mousse parce qu'on n'arrivait pas forcément à passer en postérieur dans les plans fibreux. Quand le chirurgien est passé, eh bien, l'aiguille à bout mousse, ça résiste et finalement ça fait plus mal qu'avec une aiguille classique. Dans la littérature, on est surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de voies sous-occipitales ou de voies foraminales, qui sont des voies qui sont quand même un peu plus difficiles, qui nécessitent quand même une certaine expertise et avec des risques, en particulier pour la voie sous-occipitale, qui sont plus importants. Donc nous, ce qu'on préconise, s'il n'y a pas de traitement par voie orale, c'est de faire un abord interlamaire lombaire. On ne préconise pas du tout l'abord foraminal. Vous savez qu'il y a des complications des infiltrations foraminales. Là, ce sont des rachis opérés. Il y a une contre-indication à faire des infiltrations sur un rachis opéré. C'est pas différent chez un patient SMA. Le risque est le même pour l'abord foraminal, donc on évite cet abord foraminal. L'abord occipital, peut-être entre certaines mains de neuroradiologie interventionnelle, ça peut être facile, mais bon, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Des chambres implantables comme alternative ont été proposées. On voit Raymond Poincaré, on a vu quelques complications septiques sur ces chambres implantables qui ne font pas rêver non plus. Et bien entendu, actuellement, il y a une alternative qui est la voie orale. Donc nous, on est de simples exécutants pour vous aider. Et on se plie à ce que vous nous demandez. Pour la gestion de la douleur, eh bien ça c'est quelque chose de très important. Je voudrais insister pour les enfants sur la présence des parents pour expliquer le geste. Et puis pendant le geste, les parents ne nous gênent pas, les parents nous aident. Les parents nous expliquent que telle ou telle position est douloureuse pour leur enfant. Et ils rassurent l'enfant aussi bien que nous. Donc franchement, c'est un élément de réussite. Et puis il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser jusqu'au casque de réalité virtuelle si ça peut nous aider. Très important de gérer la dose d'exposition, en particulier chez l'enfant, puisqu'on sait que de toute façon ces patients neuromusculaires vont vont bénéficier entre guillemets de beaucoup de radios, et donc à chaque fois qu'on fait des examens de radio, essayer de diminuer au maximum les facteurs d'exposition. En conclusion, c'est une technique d'injection qui n'a pas connu d'échec grâce à une excellente coopération entre les cliniciens et les radiologues. Il faut prendre le temps d'analyser en amont, prendre le temps de rassurer les patients, les parents, et de travailler en équipe là encore. Je vous remercie.
Merci Robert. Donc en fait ton topo est aussi rapide et efficace que tes injections, donc c'est parfait. Euh, y a-t-il deux, trois questions dans la salle? La discussion est ouverte. Alors moi je vais en poser une puisque je joue à l'ignorante. Mais qu'est-ce que tu penses du patient avec la déformation du dos et qui est obèse? C'est-à-dire, est-ce que les patients très grosses, c'est très rare, tu vas me dire dans un myofascial, mais ça arrive de temps en temps. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à repérer qu'un patient mince avec la même déformation. Donc, je ne sais pas du point de vue radiologique si ça vous pose un souci supplémentaire ou si c'est simplement nous, en termes de repères anatomiques, où on est très mauvais. Alors c'est plus difficile en scopie puisque la paroi fait que l'image est de moins bonne qualité, donc on aura plutôt tendance à le faire sous scanner. Là où on peut être limité, c'est dans la taille des aiguilles. Donc on utilise des aiguilles plus longues qui sont plus flexibles, ça peut être un peu plus compliqué. Et on a eu une fois avec une patiente qui venait de chez Pascal, une radiologue qui travaille très très bien, qui va très vite, qui disait c'est profond, c'est difficile et tout. Et la patiente a traduit, elle m'a traité de grosse, voilà. Donc c'est le principal problème qu'on ait rencontré avec des patients un petit peu hors normes. Alors pour l'échographie, je pense que s'il y a du matériel d'arthrodèse, c'est vraiment très compliqué. Au début, on était très chaud bouillant pour le faire sous écho, et en fait avec les remaniements et surtout la transformation graisseuse de tous les muscles érecteurs et rotateurs, ça devient difficile. Mais je pense que lorsqu'il y a une grande déformation, qu'il n'y a pas d'arthrodèse, ça peut arriver, et avec le changement de population, enfin la scoliose qui se modifie comme vous l'avez exprimé au début, je pense que là peut-être qu'on doit réessayer de faire ces patients sous écho de première intention. Pour les plus jeunes, alors. Pour les plus jeunes. D'accord. Alors, on n'en a pas rencontré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des techniques chirurgicales très différentes sur le territoire national. Et en discutant avec Marie Faruc à Toulouse, elle a été obligée de faire pas mal de voies foraminales parce que les rachis étaient complètement ankylosés. Il n'y avait aucune voie de passage. C'est très différent avec les chirurgiens de Necker ou de Paris, où on a toujours une voie de passage. Il n'y a jamais une ankylose totale. Ce petit dispositif est sûrement intéressant à implanter s'il n'y a pas de risque à l'implanter. Le problème, c'est que si c'est une instrumentation sans greffe avec une idée de croissance, je vois pas comment tu peux mettre un dispositif fixe. Non, c'est pas des irradiations importantes. Non, franchement, c'est moins qu'une radio de thorax quand on sait travailler. Non, oui, mais ces enfants ont un problème respiratoire, ils ont une radio de thorax tous les jours et personne ne se pose de questions. Voilà. Oui, mais mais je crois qu'il y a aussi des radiologues inexpérimentés et il y a aussi des radiologues qui croient savoir tout faire. Et donc, je pense que demander à un collègue, il ne faut pas avoir honte de demander à un collègue comment il fait. Parce qu'on a vu des dossiers où les gens font, dans des services pourtant universitaires, où les gens se lancent dans des trucs qu'ils ne connaissent pas. Et effectivement, la dose d'irradiation, elle est monstrueuse. Mais voilà.